Yo, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde passe un merveilleux mardi. Salut à vous tous, la famille. Salut les gens de YouTube. Une autre vidéo statique. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Bon, ça fait depuis la semaine passée. Et la dernière vidéo, c'était mes excuses envers des cryptos. Et encore une fois, je demande pardon à des cryptos et à toute sa communauté. Sinon, les chevreuils, les gnous qui viennent toujours laisser des commentaires de merde, vous, il n'y a aucune excuse. Nique ta mère. That's it. C'est tout ce que tu vas recevoir de moi, jour et nuit. You know? Anyway, salut à vous tous, la famille. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde passe un merveilleux mardi. Le marché, il est en train de se préparer. Le marché va pompe, que tu le veuilles ou non. Bitcoin, bientôt à nouveau all-time high. La dominance du Bitcoin, bientôt, elle va chuter. La alt season, elle a déjà commencé pour moi depuis l'année passée. Et je pense qu'on va connaître la suite de la alt season. Donc, des jours et des semaines très excitantes qui s'en viennent. Je suis très content. On est prêt pour ça. Ma communauté est prête pour ça. J'arrête pas d'éduquer ma communauté. J'arrête pas d'alarmer ma communauté sur ce qui s'en vient. Donc, yeah, on est content. J'espère que vous aussi, vous êtes contents. Donc, anyway, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas qu'il y a toujours le rabais sur le Decent Wallet. 50 $ de rabais. Au lieu de 159 $, c'est 109 $. Et le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Sinon, les gars, je vous invite fortement à ouvrir un compte sur Bitrou le plus tôt possible. Et bien sûr, je vous invite fortement à intégrer la communauté, le club des champions, si tu veux assister à des streams privés. Parce que dans les streams privés, je parle de la macroéconomie, je parle de plein d'autres choses, je présente des nouvelles opportunités, je parle de certains trades, s'il y a des trades à prendre. Et en ce moment, il y a des trades à prendre. Il y en a beaucoup de trades à prendre sur les alts. Oh my God, oh my God, oh my God. Là, je ne parle même pas de ton bag long terme. Tes bags long terme, là, ils vont te faire de l'argent, c'est sûr et certain. Mais imagine si tu as quelqu'un qui te dit, yo, c'est le moment de prendre un trade. Donc déjà, ton bag long terme, il va te faire de l'argent. Alors imagine le trade que tu vas faire. Donc c'est double, you know? Tout dépend de qu'est-ce que vous voulez, tout dépend de qu'est-ce que vous cherchez. La communauté, elle est là pour vous. Si tu veux être un champion, bah, tu es le bienvenu dans le club des champions. Et le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Donc, on commence live. Premier truc, c'est quoi le premier truc? Le Conseil américain de la FP déclare que l'on peut rivaliser avec Visa et Mastercard pour la conversion des devises des actifs numériques. Ok. Donc, n'oubliez pas que de ce site-là, The Crypto Basic, il loue son site web à certaines personnes qui écrivent des articles. Donc, ces personnes-là, il ne faut pas trop consommer ou gober tout ce qu'ils disent. Il faut vraiment faire attention à ce qu'ils disent parce qu'il y a plein d'erreurs, beaucoup de conneries, beaucoup de mensonges, beaucoup de plein de choses, tu vois. Et pour un nouveau, bien sûr, il va se dire, ah ben c'est ça la vérité, tu vois. Et ça prend des années pour être capable de filtrer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, ok? Donc là, on parle de rivaliser, on parle de rivalité entre Visa et Mastercard. Et si je comprends bien, ben on parle de Ripple, parce que oui, on parle de Ripple. Donc, si on voit ici, le Conseil américain des paiements plus rapides, FPC, Faster Payment Council, et n'oubliez pas que le président du Faster Payment Council est un ancien employé de Ripple. Ok? Donc, juste on met les points sur les i. Le Conseil américain des paiements plus rapides, FPC, a reconnu Ripple parmi des sociétés comme Visa et Mastercard, prêtes à rivaliser pour la domination de la conversion de devises pour les actifs numériques. Faut pas oublier un truc, Ripple n'est pas là pour rivaliser. Ripple, elle est là pour améliorer le système des entités existantes, comme Visa et Mastercard et les banques, bien sûr, et d'autres institutions financières. Donc, pour moi, il n'y a pas de rivalité. Pourquoi? Parce que Mastercard n'a pas de blockchain, Visa n'a pas de blockchain. Okay? Ripple, elle gère un DLT qui s'appelle le XRP Ledger, qui a été créé pour le transfert de valeur et pour l'échange de devises, tu vois, pour la liquidité entre les devises, pour éliminer la friction, pour les paiements transfrontaliers, etc., et pour le marché d'échange, plein de choses. Donc, pour moi, et n'oubliez pas que Visa, elle est connectée à Ripple indirectement. Visa, elle est connectée. Rappelez-vous de ma dernière vidéo statique, Niom.
Visa, elle est connectée à Nium. Nium utilise la technologie de Ripple. Donc, Visa indirectement utilise la technologie de Ripple. N'oublie pas que Visa, elle a acheté Earthport. Earthport utilise la technologie de Ripple. C'est un fournisseur de paiement. Mastercard, elle aussi, là j'ai vraiment un trou de mémoire. Mais combien de fois je vous ai montré des connexions avec Ripple et Mastercard? Donc, pour moi, il n'y a pas de rivalité. Il n'y a pas de rivalité, on est en train de bâtir, de construire une toile d'araignée, on est en train de mettre en place une nouvelle architecture. Donc il n'y a pas de rivalité, au contraire, parce que la fintech qui est Ripple, qui vient du secteur privé, est une fintech pour la millionième fois, est une fintech qui est là pour améliorer l'architecture et l'infrastructure sur laquelle ces entités, ces institutions financières reposent, tu vois. Donc, ils vont avoir une meilleure structure, une meilleure architecture. Et en ayant une meilleure infrastructure, une meilleure architecture, ils vont offrir des meilleurs services à leurs clients. Donc, c'est complémentaire. Non. Cette reconnaissance fait partie des conclusions les plus récentes des groupes de travail FPC qui étudient les moyens d'améliorer la vitesse des paiements en temps réel. Ce n'est pas Visa qui va améliorer les paiements, la vitesse des paiements. Ce n'est pas Mastercard qui va améliorer la vitesse des paiements. N'oubliez pas que ces deux-là, c'est des dinosaures. C'est comme des banques. Elles n'innovent pas. Donc, c'est toujours le secteur privé qui vient avec des nouveaux outils pour que ces dinosaures-là puissent innover et offrir des meilleurs services dans les paiements à grande vitesse. Donc, ce n'est pas Visa, ce n'est pas Mastercard. Ça, c'est littéralement le XRP Ledger et bien sûr d'autres DLT qui offrent ce genre d'utilité. Avec un accent particulier sur la réduction du délai de règlement de 2-3 jours à un délai instantané. LOL! LOL! Est-ce que Visa, elle a la technologie pour faire un règlement instantané? Nope. Est-ce que Mastercard, elle a la technologie pour faire un règlement instantané? Nope. Est-ce que Swift, elle a la technologie pour faire un règlement instantané? Nope. Ça prend 24 heures Swift, ou peut-être 4 heures, ou peut-être 5 heures, ou un truc du genre. Le seul qui fait des délais instantanés, des règlements instantanés et qui a été choisi et qui est fait pour ça, c'est le XRP Ledger avec XRP. Bien sûr, tu as XDC aussi, grâce à Impel. Impel qui touche les paiements transfrontaliers, qui est basé sur les paiements transfrontaliers, qui améliore les paiements transfrontaliers. Impel est construit sur le réseau XDC. Donc, grâce à Impel, le réseau XDC offre aussi les paiements transfrontaliers. Donc, même le réseau XDC, on peut l'utiliser pour des paiements transfrontaliers grâce à Impel. Donc, encore une fois, il n'y a pas que le XRP Ledger, il n'y a pas que XRP, mais quand tu vois qu'est-ce que les grandes entités font avec le XRP Ledger, XRP, la connexion que Ripple a avec les grandes banques, etc., ben, tu sais que une grande partie des paiements transfrontaliers, des règlements instantanés, des paiements inter- et intrabancaires utiliseront le XRP Ledger. Voilà. Et une grande quantité de liquidité qui va circuler dans plein de corridors gris et dans le monde entier viendra du XRP Ledger grâce au AMM. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est le seul, mais une grande partie, le XRP Ledger sera une épine dorsale dans ce nouveau système. Donc, actuellement, les efforts visant à réaliser les paiements en temps réel incluent des progrès dans les solutions de paiement transfrontalières et les actifs numériques. Cependant, FPC a identifié la conversion monétaire comme un défi important pour les paiements transfrontaliers et les actifs numériques. Donc, on parle de conversion monétaire. On parle de la conversion entre deux devises. Qui fait ça? Bridge Currency, c'est XRP. Ce n'est pas Visa, ce n'est pas Mastercard. Donc, Visa... Comment tu veux que Visa et Mastercard rivalisent avec un écosystème décentralisé qui permet l'échange de devises, une meilleure liquidité entre deux devises, des règlements instantanés entre deux devises, etc. Grâce au AMM, grâce à XRP, bon, grâce à XRP, mais bien sûr à l'aide des AMM et tout, tu vois. Visa et Mastercard n'ont pas cette technologie, donc il n'y a pas de rivalité. Ripple est là pour compléter, pour aider Visa et Mastercard. Parce que n'oubliez pas qu'il y a la technologie API, donc leur réseau et leur système, ils peuvent se connecter à n'importe quel autre système. N'oubliez pas qu'il y a l'Interledger Protocol. L'Interledger Protocol permet à n'importe quel ledger de communiquer ou de dialoguer avec n'importe quel autre ledger ou n'importe quel blockchain ou n'importe quel réseau. L'interopérabilité. Donc Visa et Mastercard, ils peuvent littéralement utiliser directement, indirectement le XRP Ledger pour améliorer leur règlement, etc. Et surtout la conversion des devises. Donc, Ripple et Mastercard rivalisent pour la domination de la conversion d'actifs numériques. Pour moi, il n'y a pas de rivalité. Pour moi, il n'y a pas de rivalité. Je pense que j'ai tout expliqué. Parce que tu sais pourquoi
J'ai arrêté de lire les articles parce qu'il y a beaucoup de monde qui me pointe, qui me dit ouais mais tu fais que lire. Mais ils oublient que j'ai voilà, j'ai ma propre opinion, j'ai ma propre analyse, tu vois, j'ai mon vécu, j'ai mon expérience avec tout ce bordel, donc j'explique pendant que je parle, tu comprends? Mais les gens, tellement qu'ils me détestent et tellement qu'ils me haient, ils font pas attention à mon analyse quand je lis. Là maintenant j'ai arrêté de lire. Là j'ai arrêté de lire, il n'y a que l'analyse, je fais que lire le titre. Là ils n'ont plus rien à dire. Mais ils vont toujours dire des choses, tu vois. Mais j'adore. Yo, tu sais quoi? J'adore. Les haters, je les adore. Tous ceux qui me détestent et qui me haïssent, je les aime trop. Tu sais pourquoi? Parce qu'à chaque jour, j'ai un boost en moi et je suis tellement bien et je suis tellement meilleur qu'hier. Après, voilà, bien sûr, j'ai toujours mes défauts et tout, les insultes et tout là. Mais tu vois, je fournis encore plus, tu vois. Et la vérité, merci, merci. Vous êtes vraiment mon boost. Voilà, vous êtes nécessaire à mon développement et à l'avancement dans cette carrière. Merci, 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 la vérité. Continuez, continuez avec vos commentaires. Tu sais quoi? Je veux que vous fassiez des efforts et vous faites les plus sales commentaires que vous pouvez jamais faire de votre vie. Là, je parle à ceux qui me détestent et ceux qui me laissent déjà les commentaires. Laissez-moi les commentaires les plus fous que vous pouvez me laisser. Croyez-moi. Et je vous lis, hein. Croyez-moi, je vous lis très bien. Je ne laisse aucun commentaire. Il y a des commentaires que je ne réponds pas parce que je juge que c'est des commentaires. Tu peux littéralement aller chercher ta réponse ailleurs. Je veux dire sur Google, partout. Tu as d'autres personnes qui laissent des questions bizarres et moi, je ne réponds pas à ce genre de questions bizarres parce que si tu regardes mes vidéos, mes streams, je pense que tu as déjà réponse à tes questions. Et tu as ceux qui viennent, ils se défoulent. Viens, défoule-toi mon frérot. N'oublie pas que tu aides mon YouTube, tu aides l'algorithme, tu aides plein de choses. Donc merci encore pour tes commentaires et continue. Ok? Donc on avance. Le XRP Ledger, DeFi se réchauffe. Pour moi, désolé. Pas pour moi. Je veux dire, le XRP Ledger, parce que je viens tout juste de manger là, désolé les gars. Le XRP Ledger, la plus belle chose qu'il a connue depuis sa création, c'est les AMM. Ok, ça c'est numéro 1. Les AMM complètent la DeFi, la finance décentralisée. Ça va main dans la main. 1 plus 1 est égal à 2. Donc tu ne peux pas penser au AMM et à la DeFi. Tu ne peux pas penser au AMM sans la DeFi. Tu ne peux pas penser à la DeFi sans les AMM. Le XRP Ledger détient la DeFi depuis 2012. C'est le seul DLT, la première blockchain qui détient la DeFi, qui propose la DeFi avant n'importe quelle autre blockchain. Avant Uniswap, avant SushiSwap et avant n'importe quelle connerie, quelle plateforme, avant Flare, avant n'importe quelle connerie ou quelle plateforme qui offre la DeFi. Le XRP Ledger est le premier. C'est pour ça qu'il est très en avance sur son temps. Okay? Et le fait qu'on a ajouté les AMM d'une façon native sur le XRP Ledger, ben, ça rend cette fonctionnalité beaucoup plus puissante que n'importe quel AMM se trouvant dans une autre blockchain ou dans un autre réseau. Pourquoi? Parce que si tu regardes les autres AMM qui sont mis en place, ben, ils sont mis en place dans des contrats intelligents. Et quand tu as des AMM dans des contrats intelligents, ben, tu as des failles, tu as des problèmes sur le long terme. Donc, les choses peuvent être très compliquées pour ce genre de AMM. Et en sachant qu'on parle d'une DeFi institutionnelle, une finance décentralisée institutionnelle, donc on parle d'entités financières, d'institutions financières, on parle de big heads, on parle des big boys, you know. Et les big boys, ils ont besoin de la qualité, ils ont besoin de la meilleure technologie, ils ont besoin des meilleurs AMM. Ok? Et je pense jusqu'à date, le XRP Ledger est le seul avec les meilleurs AMM sur cette planète. Pour moi, en tout cas. Après, chacun il dit ce qu'il veut. Donc, TVL sur les AMM dépasse le cap des 10 millions de XRP. Ça, c'est une très bonne chose. On n'est que dans le début. Hein. N'oubliez pas que les AMM ont vu le jour l'année passée. Donc, ça va faire bientôt 1 an. Mais n'oubliez pas qu'on n'a pas encore la réglementation. N'oubliez pas qu'on n'a pas le cadre réglementaire. N'oubliez pas que l'affaire juridique n'a pas encore fini. Donc déjà en 1 an et en ayant tout ce bordel, on a dépassé 10 millions de XRP dans les pools de liquidité dans ces AMM.
Tu vois? Donc, alors imagine avec le cadre réglementaire global, le cadre réglementaire aux États-Unis, le règlement avec la SEC, la clarté de XRP. Yo, ça va aller très vite. Très, 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 très vite. Mais bien sûr, ça va prendre du temps. Ok? N'oublie pas que quand on parle des big boys, on parle des banques, on parle des institutions financières, on parle de banques centrales, on parle et on parle et on parle de plein d'entreprises. Et ces entreprises-là, et ces banques centrales-là, et ces banques, etc., doivent être sur la même longueur d'onde, tu vois. Donc, ce n'est pas parce que les AMM ont vu le jour que tout le monde doit utiliser les AMM. Il faut savoir pourquoi on doit les utiliser, pour quelles raisons on doit les utiliser, où on va les utiliser, quand on va les utiliser, tu vois. Donc, chaque entreprise, chaque banque, elle doit faire son propre agenda, son propre truc. Et c'est pour ça que petit à petit, les choses vont être… tu sais, ta cervelle ne peut même pas calculer le nombre d'argent et de liquidité qui va sortir de ces AMM-là. Tu vois, et c'est juste trop, tu vois. Donc, et malheureusement, ces derniers temps, pourquoi les AMM ne se font pas utiliser aussi vraiment beaucoup? Parce que croyez-moi, si on n'avait pas eu ce problème, les AMM, je pense qu'on aurait dépassé le cap des 10 millions de XRP. Je pense on serait déjà à 20, 30 millions. Pourquoi? Parce que les AMM sont très chers là, pour l'instant. Les transactions, les frais de transaction sont chers, malgré le fait que c'est les XRP Ledger, etc. Donc, je ne sais pas c'est quoi le problème, etc. dans ça, là. Mais je pense que ça va être fixé. C'est juste une question de temps, on s'en bat les couilles. Mais n'oubliez pas, c'est comme quand tu achètes un iPhone. L'iPhone de la première génération, quand il vient tout juste de sortir, bah, tu ne vas pas l'acheter parce qu'il va sortir le 14 septembre. Tu vas l'acheter un an après ou 6 mois après ou 8 mois après. Pourquoi? Parce qu'il y a des updates. Tu vois, tu vois, la première génération, la première version, il y a toujours des problèmes. Ben, c'est pareil. Donc, les fonctionnalités voient le jour. Une fois qu'elles voient le jour, il y a des tests, il y a des va-et-vient, on essaye, on se casse la gueule, tu vois, et on se prépare pour le tsunami institutionnel. Donc, il faut des tests, c'est normal. Et ça, c'est une bonne chose. Pourquoi? Pour moi, parce que c'est la chose qui va exploser le prix. C'est la chose qui va faire apprécier le prix du XRP sur le long terme et c'est la chose qui va envoyer le prix du XRP à des stratosphères que ta cervelle ne peut pas y penser maintenant, tu vois. C'est juste trop irréel pour ta gueule en ce moment-là, tu vois ce que je veux dire. Et les AMM, les pools des AMM vont augmenter la demande de XRP. Il y aura vraiment moins de XRP qui va se faire trader sur les échanges et beaucoup plus de XRP qui va se faire utiliser dans ces AMM, sur le XRP Ledger, pour plein de choses, pour les stablecoins, pour les AMM, pour le lending protocol, et pour. So, je pense qu'on n'est pas prêt, les gars. La valeur totale verrouillée TVL dans les teneurs de marché automatisés AMM XRP Ledger a dépassé 10 millions de XRP, tandis que la quantité de XRP pour verrouiller a atteint 5,19 millions de jetons. N'oublie pas que XRP, il est déflationniste, des XRP qui brûlent à chaque transaction. N'oublie pas que il n'y a pas beaucoup de XRP qui circulent. Il y a peut-être 9 ou 10 milliards de XRP qui sont détenus par nous, par les investisseurs. Tu as 40 ou 50, t'as 45 milliards qui sont dans le escrow, qui ne sortent pas, qui sortent une fois par mois et le reste revient dans le escrow. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de XRP, même si les gens ils voient, ouais, il y a 100 milliards. Donc, 100 milliards, c'est beaucoup plus que 21 millions de Bitcoin. Donc, non, il y a forcément plus de XRP. Et en plus de ça, XRP, il est préminé. Donc, tu ne peux plus jamais créer des XRP. Bitcoin, crois-moi que oui. C'est juste que beaucoup de fanatiques du Bitcoin ne le savent pas. Mais oui, tu peux créer plus de Bitcoin et plus de Ethereum. La vérité. Mais ils vont le nier. Ils vont jamais te dire oui, c'est vrai. Ils vont le nier. Tu vois. Donc, VET, un célèbre validateur XRP Ledger du UNL, a attiré l'attention sur cette croissance remarquable dans cet article récent sur X. Cette mise à jour s'appuie sur un article de l'avocat australien pro XRP Bill Morgan qui a référencé les données d'un explorateur pour montrer que les jetons XRP étaient verrouillés dans les AMM ont atteint la barre des 5 millions. Donc, comme tu peux voir ici, Total Value Locked, 10,2 millions de XRP. Donc, yeah, ça c'est une très bonne chose. Et on n'est que dans le début. Putain, juste dans le début, on est déjà à 10 millions de XRP. On a dépassé le cap de 10 millions de XRP. Dans 5 ans, ça va être combien? Dans 5 ans, je pense qu'on va dépasser le cap je sais pas moi, des 1 milliard de XRP, 2-3 milliards de XRP. Parce que dans 5 ans, on a le cadre réglementaire. Dans 5 ans, on a le règlement. Dans 5 ans, on a la clarté. Tu vois, on a tout ce bordel. C'est fini. Dans 5 ans, il y a beaucoup plus de pays qui ont sorti leur CBDC. Dans 5 ans, il y a beaucoup plus de monde qui ont sorti leur stablecoin. Yo, crazy.
Et les stablecoins, ils ont besoin de liquidité. Les actifs tokenisés, ils ont besoin de liquidité. Ces actifs tokenisés seront dans les pools. Ces stablecoins seront dans les pools. Les CBDC seront dans les pools. Et XRP, c'est la pièce maîtresse dans les pools. Et non. Donc c'est magique ce qui se passe. XRP sur AMM augmente de 1,49 million en 10 jours. Donc chaque 10 jours, on a 1,49 million de XRP qui s'ajoutent. Essentiellement, le XRP verrouillé dans les pools AMM qui était d'environ 3,7 millions au 24 avril a considérablement augmenté de 40,27% au 2 juin. Waouh! 24 avril au 2 juin, 40% d'augmentation. Cela représente un ajout de 1,49 million de XRP en moins de 10 jours. Tu vois, l'erreur que beaucoup de monde font, c'est qu'ils attendent, ils pensent attendre jusqu'à qu'ils ont une révélation ou quelqu'un les appelle, ou David Schwartz, il leur dit « Yo, c'est le moment », ou Brad Garlinghouse, il leur dit « Yes, c'est le moment ». Ils attendent une date, ils attendent quelque chose, ils attendent, je sais pas, mais on dirait qu'ils attendent une série télévisée. Ces choses-là ont commencé depuis très longtemps. L'éducation, elle a commencé depuis très longtemps. Les connexions ont commencé depuis très longtemps. Le XRP Ledger, les fonctionnalités s'ajoutent sur le XRP Ledger depuis très longtemps. On avance, on avance, et on avance, et on avance, et on s'apprête à ce tsunami qui va frapper le XRP Ledger, qui va frapper cette nouvelle 4e révolution industrielle qui détient la tokenisation et tout ce bordel. Donc les choses se font, et quand les choses vont commencer, tu ne vas rien comprendre. Elles ont déjà commencé. C'est juste qu'on dirait que les gens attendent une date précise pour que ça commence. Non, les choses ont commencé. C'est ou bien tu es là-dedans, tu n'es pas là-dedans. Simple. Et j'arrête pas de vous dire, les gars, il faut vraiment investir sur XRP. Si tu es nouveau, tu ne sais pas où aller, arrête de fucking essayer d'aller chercher tout ce qui est compliqué. Je sais pas moi, lui. Arrête. Focus sur un seul XRP. Si tu veux, tu n'es pas à l'aise avec un seul, focus sur 2, 3 maximum. Telcoin, XDC. Si tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas où investir, tu as ces 3 là. XRP, Telcoin, XDC, that's it. Si tu fais partie de la vieille école et tu ne connais pas la crypto, tu n'en as rien à foutre de la crypto, les métaux précieux, l'or et l'argent. That's it. Il n'y a ni ça, ni plus, ni moins. Tout dépend maintenant de ce que tu veux. Moi, je te donne le plan, je te dis quoi faire, c'est à toi de tirer sur la gâchette. C'est tout. Il faut la discipline, il faut que tu sois constant, il faut que tu restes concentré, il faut vouloir changer sa vie. Si tu n'as pas ces critères-là, je suis désolé, j'ai beau à te donner le plan, j'ai beau à te donner les actifs, j'ai beau à te faire des vidéos, des streams, voilà quoi. Je veux dire, il n'y a rien qui va changer. Anyway, donc magnifique, et on n'est que dans le début les gars, que dans le début. David Schwartz discute de la feuille de route de Ripple pour intégrer les grandes institutions dans DeFi. Ben, n'oubliez pas que Ripple, elle est déjà connectée à plus de, je sais pas moi, 500, 600, 700 institutions financières. N'oubliez pas que ces 500, 600, 700 institutions financières se trouvent sur RippleNet, dans RippleNet la plupart. RippleNet utilise l'XRP Ledger, donc RippleNet utilisera, donc sur RippleNet, dans RippleNet, ils peuvent utiliser la DeFi, ils peuvent interagir avec les AMM, les pools, ils peuvent pour de la liquidité, ils peuvent utiliser XRP pour ODL. Donc la feuille de route, elle est déjà mise en place, sinon. Les grandes institutions financières, ils attendent juste que l'XRP Ledger soit vraiment offre ce qu'ils ont besoin, tu vois. Et surtout, qu'est-ce qu'ils attendent? C'est la réglementation. Voilà, aussi simple que ça. Donc, on va voir qu'est-ce que David Schwartz il dit ici. Importance de la feuille de route axée sur les institutions de Ripple. Donc, il a expliqué que la stratégie implique de permettre aux institutions de créer des produits financiers hautement réglementés. Donc, des produits financiers grâce à la DeFi, grâce à la finance décentralisée. Mais pour créer ces produits financiers, ils ont besoin de garanties, ils ont besoin d'utiliser le carburant du DLT pour créer ces produits financiers. Et le carburant du XRP Ledger, c'est XRP. Tel que des portefeuilles de prêts traditionnels qui peuvent interagir avec les écosystèmes DeFi. Schwartz a illustré ce concept avec l'exemple d'une entité financière réglementée émettant des prêts conventionnels. N'oubliez pas qu'il y a le Lending Protocol qui arrive sur le XRP Ledger. Le Lending Protocol, c'est un protocole qui va te permettre à toi de devenir un fournisseur de prêts. Comme les AMM, il te permet de devenir un fournisseur de liquidité. Donc, émettant des prêts conventionnels pour l'immobilier ou l'entreprise, suivi de la tokenisation de cette dette, permettant de la négocier au sein d'un système DeFi. Donc, tu te rappelles qu'est-ce que je vous disais? Rappelez-vous qu'est-ce que je vous disais? La dette, elle sera tokenisée. Tout sera tokenisé. Tout.
toute cette tokenisation, elle va créer de la valeur. La valeur, c'est littéralement ça, l'Internet de la valeur. Cette valeur, elle doit être transférée de point A à point B. Cette valeur, elle a besoin de liquidité. Cette valeur, elle a besoin d'être réglée instantanément. Ben voilà, c'est exactement ce que Ripple met en place. C'est exactement le travail du XRP Ledger et c'est exactement le travail de XRP. Soulignant l'importance des institutions dans l'adoption massive de la cryptographie, le dirigeant de Ripple a établi des parallèles avec l'évolution d'Internet. Il a souligné qu'Internet a bénéficié de son utilisation initiale par le gouvernement et l'armée. Ben ouais, l'Internet c'était le gouvernement et l'armée, la crypto pareil, c'était le gouvernement et l'armée. Maintenant, ça devient public, l'Internet est devenu public. Regarde qu'est-ce qu'on peut faire avec l'Internet, YouTube, Spotify, Apple Music, télécharger, envoyer des emails, regarder des films, télécharger des films, acheter des voyages, acheter des billets pour aller au voyage, acheter des tickets, faire ce que tu veux. Ça, c'est le Web 2. Maintenant, le Web 3 va te permettre de faire exactement ce que je viens de te dire, mais d'une façon beaucoup plus d'une façon décentralisée, sans intermédiaire, sans friction, et voilà quoi. Et plus de choses, bien sûr. Selon Schwartz, cette décision a conduit à une adoption généralisée par la population. Il a utilisé cette analogie pour souligner qu'une telle approche synergique est ce qui conduit à la domination et à l'expansion d'un système. Dans ce contexte, le CTO de Ripple a souligné le XRP Ledger comme une plateforme blockchain bien adaptée à ce type d'application. Yes! Les institutions amènent désormais leurs utilisateurs vers la crypto. Ben ouais. Donc en outre, Schwartz a suggéré qu'il est désormais admis que l'adoption institutionnelle est un tremplin vers l'adoption populaire. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que quand tu as les institutions financières qui utilisent la blockchain, qui utilisent la DeFi, qui utilisent les DLT, ben, ça va se découler sur leurs clients. Mais non, ça va se découler sur leurs clients. Donc, leurs clients et ceux qui utilisent, et ceux qui sont connectés à ces institutions financières, ben, ils vont se dire, wow, regarde, les services ont changé, tout a changé, qu'est-ce qui se passe? Au SAP. Donc, ça va soulever plus de curiosité. Les gens vont se familiariser de plus en plus avec des wallets. Il y a les CBDC qui s'en viennent. Donc c'est vrai, c'est les institutions financières qui vont pousser la chose. Et aussi c'est le DEPEN. Le DEPEN, rappelez-vous, le DEPEN pour moi, parce que quand tu as des projets, pas des projets, mais des développeurs qui se basent sur la réalité, sur le monde réel, ils se disent, ok, donc ça existe dans le monde réel. Je vais le transformer et le mettre dans le monde digital. Donc, le fait de ramener une utilité qui existe dans le monde réel et tout le monde connaît cette utilité-là, le fait qu'elle parte en digital, ben, les gens vont toujours être familiers avec cette utilité. C'est juste qu'elle a changé de technologie, maintenant elle est sur la blockchain, tu vois. So, yeah, il y a des facteurs qui vont booster l'adoption. Pour moi, c'est les institutions, c'est sûr et certain, comme David Schwartz est en train d'expliquer, et c'est surtout le DEPEN pour moi. Cependant, il a admis que la décision initiale de Ripple dans cette direction était prématurée. Selon lui, lorsque les institutions ont adopté la technologie de paiement de Ripple, comme l'utilisation de XRP pour les transactions, les utilisateurs finaux n'étaient pas conscients de l'implication de la blockchain. Ben ouais. Les utilisateurs finaux ne vont jamais, bon, il y en aura qui vont savoir, parce qu'il y a des gens qui sont curieux, qui veulent savoir comment les choses fonctionnent, mais 99% des gens ne vont jamais savoir que la blockchain est derrière, ne vont jamais savoir que c'est XRP qui a été le bridge currency entre deux devises. Ils ne vont jamais savoir que c'est les AMM, les pools de liquidité qui permettent la liquidité pour les actifs tokenisés, etc. ou les règlements. Ils ne vont jamais savoir que tu peux être un fournisseur de liquidité. Ils vont vivre leur vie comme d'habitude, tu vois. Ils vont juste, ils vont toujours voir les logos et les marques qu'ils ont toujours connues comme Visa, Mastercard, comme Bank of America, comme Santander, comme American Express, comme, tu vois. Mais derrière les rideaux, la plomberie, c'est ce que j'arrête pas de vous dire. La plomberie, personne ne la voit. Quand tu vas à la toilette, tu as le lavabo, tu as la cuvette, tu as la douche. Voilà, c'est beau, la toilette elle est belle, tranquille, mais je veux dire, tu vois pas ce qui est derrière. Tu as tes mains sales, tu ouvres le robinet, tu te laves. Merci, bonsoir. Tu n'essaies pas de comprendre comment l'eau il est sortie du robinet, tu n'en as absolument rien à foutre. Bah, c'est pareil, quand tu essaies de te doucher, tu ouvres l'eau chaude, l'eau froide. Bah, après, tu ne calcules pas comment les choses, tu vois, tu n'essaies pas de comprendre comment l'eau vient sur ta tête, tu vois. Voilà, tu fais tes affaires, tu prends ta douche, merci, bonsoir, et tu fais ta vie. Bah, c'est pareil, tu comprends? La plomberie, on fixe la plomberie. C'est ça la job de Ripple. Ok, on avance. Garlinghouse explique pourquoi il est plus facile pour Ripple
de refixer son stablecoin à 1 dollar que le USDC. Donc là maintenant, Garlinghouse, il envoie il envoie quelques attaques. C'est une attaque contre Circle, parce que Circle, c'est l'émettrice du USDC. Mais la vérité, il a raison. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu compares Circle et Ripple, je suis désolé, mais Ripple, elle a beaucoup plus de solidité, elle a beaucoup plus d'expérience, elle a beaucoup plus de confiance, elle est beaucoup plus transparente, elle est beaucoup plus honnête, elle est bien backée par des personnes incroyables, des entités et des personnes. Pour moi, Ripple, elle n'est aucunement comparable à Circle. Ouais, tu vas me dire, ouais, mais Circle, elle est connectée à BlackRock. Ok, c'est quoi le rapport? On s'en bat les couilles. Mais qu'est-ce quand tu vois Ripple, à qui elle est connectée, avec qui elle fait affaire, l'argent qu'elle possède, non seulement les XRP qu'elle possède, on parle de 5 à 6 milliards de XRP, non seulement le cash qu'elle possède, n'oublie pas qu'ils ont payé 200 millions de dollars juste en frais d'avocat, putain. Yo, ils ont beaucoup d'argent, Ripple. Ce n'est pas drôle. Ok? Ils sont big, you know? Et la vérité, c'est ce que j'arrête pas de vous dire. Le meilleur stablecoin, ça sera le stablecoin de Ripple. Voilà. Parce que tu as confiance, parce que c'est une vraie entreprise. Regarde juste l'affaire juridique, comment elle a géré. Regarde juste comment elle gère toute autre chose, tu vois. Donc pour moi, le meilleur stablecoin à utiliser, ça va être le stablecoin de Ripple, RLUSD. Ça sera ni USDT ni USDC pour moi. Et le moment où il verra le jour, je ne vais plus jamais utiliser ni USDC ni USDT. Que RLUSD. Pourquoi? Parce que le stablecoin de Ripple, il sera partout. Sur tous les échanges, c'est sûr et certain. Donc, et en plus de ça, le stablecoin de Ripple, il va être backé par du cash, il va être backé par des obligations, il sera backé par des bons du trésor, il sera backé par XRP lui aussi peut-être. Donc, il sera backé par plein de choses, man. Et c'est pour ça que le stablecoin de Ripple sera beaucoup plus solide que n'importe quel autre stablecoin. Je suis très optimiste sur le fait qu'il y a là une grande part de marché pour le stablecoin. Il y a beaucoup de croissance pour le prochain stablecoin. Donc, je suis enthousiasmé. Yes, parce que quand tu regardes la qualité des stablecoins qui se trouvent, oh, Just In, Circle USDC, ah ouais? Ah ouais, donc c'est pour ça qu'il a parlé de ça. C'est parce que le stablecoin de USDC dernièrement, le 11 mars, ça c'était l'année passée, je pensais que c'était aujourd'hui. Ouais, ça c'est le risque des stablecoins, tu vois. Malgré la compagnie qui est derrière, malgré le fait qu'elle est connectée à BlackRock, regarde le genre de situation qu'on peut vivre. Donc c'est pour ça que ce n'est pas certain, même si elle est connectée à BlackRock Circle, mais quand tu regardes qu'est-ce que Ripple est là comme cash, comme investissement, comme connexion, comme partenariat, comme collaboration, comme confiance, je ne pense pas vraiment que le stablecoin de Ripple connaîtra une situation comme celle du USDT, celle du USDC ou n'importe quel autre stablecoin. Donc ça va ramener beaucoup de confiance dans le marché des stablecoins, la vérité. Et je suis très content par rapport à ça. Yes. Parce que nous aussi, en tant qu'investisseurs, ça va nous donner un moyen de stationner notre argent, de stationner notre profit, avant de décider de quoi faire. Parce que beaucoup de monde qui sont en France ou en Europe, whatever, ils vont vendre leur XRP par exemple et ils ne voudront pas retirer sur le coup parce qu'ils ne savent pas, leur fiscalité n'est pas à jour. Ils ne savent pas quoi acheter, ils ne savent pas quoi faire. Donc, ils se disent, tu sais quoi, je vais prendre mon profit quand même. Mais dans cette situation, tu as besoin d'un putain de bon stablecoin. Et je pense que le stablecoin de Ripple sera le meilleur stablecoin pour qu'on puisse stationner notre argent sur du moyen ou long terme avant de décider qu'est-ce qu'on veut faire avec cet argent-là, d'après moi. Donc ça, c'est une bonne chose. Ripple, le PDG de Ripple déclare que le ETF XRP est inévitable avec Cardano et Solana. Yeah, inévitable. J'arrête pas de vous le dire, depuis l'année passée on l'attend. Mais je ne pense pas que le XRP ETF verra le jour avant le règlement. Voilà, je pense qu'on aura la clarté first. Et après on aura un XRP ETF. Maintenant, la vérité avec ce qui s'est passé avec Ethereum, et on a fait un ETF Ethereum,
Malgré le fait que Gary Gensler t'a dit je vais poursuivre Ethereum, yo, la vérité, ils peuvent littéralement nous surprendre et sortir un XRP ETF en pleine affaire juridique. Wallah, yo, s'ils font ça, shit, yo, ça va faire un effet. Ça va faire un effet de ouf. Oui, 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 ça va faire un effet, ça va faire exploser le prix du XRP. Bon, je suis pas en train de parler de 3 chiffres, je suis pas en train de parler de 4 chiffres, mais si on a un XRP ETF avant un règlement, je pense que ça va faire sa magie. Et après le règlement, donc... non, anyway, les deux. Je pense que les deux vont sortir dans ce cycle haussier. Et les deux vont être l'épine dorsale pour une explosion incroyable pour XRP. Et je pense que XRP, dans ce cycle haussier, on le voit vers les 30 $, 25-30 $, ça c'est sans rien. Sans rien, moi je pense fortement que si on a un XRP ETF, les 3 chiffres pour moi c'est inévitable. Yeah. Donc le PDG, encore une fois, qui déclare que le XRP ETF est inévitable. Ripple envisage une introduction en bourse en dehors des États-Unis alors que le PDG déclare que la cotation aux États-Unis n'a aucun sens. Ouais, Ripple envisage une introduction en bourse en dehors des États-Unis. Pour de vrai, je ne pense pas que ça va se faire en dehors des États-Unis. Ça, c'est juste qu'il essaie de faire pression, il essaie de menacer. Voilà, comme quoi, voilà, il essaie de faire son jeu ici. Mais je ne pense pas parce que je pense que le IPO va se faire aux États-Unis. C'est une compagnie américaine. Même si Ripple elle se protège et elle a ouvert une filiale à Singapour, et même si elle peut faire son IPO à Singapour, yeah, elle peut. Et les institutions financières américaines peuvent littéralement investir dans le IPO de Ripple, même en étant à Singapour. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'ils vont finir par faire un IPO aux États-Unis. Je pense fortement que ça va être le cas. Yeah. Sinon, pas d'introduction en bourse sous Gary Gensler. Yeah. Et en plus, c'est vrai ça. En ayant un IPO, c'est Gary Gensler qui va décider. Et si tu regardes l'histoire que Gary Gensler a avec Ripple, bah, tu peux te poser des questions. Tu peux te dire, ouais, mais ça se peut que Gary Gensler refuse le IPO, tu vois. La meilleure façon de faire un IPO le plus rapidement possible, en ayant Gensler toujours chairman de la SEC, c'est le faire en dehors des États-Unis pour que Gensler ne puisse pas bloquer ton truc, tu vois. Ça, c'est vrai, j'ai oublié Gary Gensler. Mais je pense que Gary Gensler, et je pense qu'on le pense tous, on pense que Gary Gensler va finir pas sa carrière, mais je veux dire son mandat à la fin après cette élection-là, tu vois. Donc, 2025, Gary Gensler, il n'est plus là. Tu vois, donc c'est pour ça que pour moi, Gary Gensler, il va pas rester là pour longtemps. Donc pour moi, croire que Ripple envisage une introduction en bourse en dehors des États-Unis, non. Je pense qu'ils vont le faire aux États-Unis. Et Brad Garlinghouse, il a été méchant dernièrement avec Gary Gensler. Il a même dit au Congrès et à la SEC, au gouvernement, de licencier Gary Gensler, tu vois. So, yeah, on ne va pas faire de IPO tant que Gary Gensler est toujours en vie. Pas toujours en vie, mais je veux dire toujours le chairman de la SEC. Mais un IPO aux États-Unis, je pense que c'est inévitable. Voilà. Donc voilà les boys, j'espère que vous allez aimer. N'oubliez pas les likes, n'oubliez pas les abonnements. Il y a beaucoup de monde qui regarde mes vidéos, mais ils ne s'abonnent pas à ma chaîne. Je sais, si tu ne m'aimes pas et tu me hais et tu me détestes, donc je ne m'attends pas à que tu t'abonnes à ma chaîne. Mais tu consommes mes vidéos, hein. Tu aimes mes vidéos. Shit. Moi, si je n'aime pas quelqu'un, je ne vais jamais regarder ses vidéos. Je ne vais jamais lui laisser un commentaire. Je ne vais jamais le calculer. Vous me laissez des commentaires, donc vous me donnez de l'attention. Vous êtes fan de moi et vous regardez mes vidéos. Si tu détestes quelqu'un, tu devrais le raser de ta vie. Tu vois, vous êtes hypocrite. Vous n'êtes pas clair avec vous-même. Donc ceux qui aiment le contenu, n'oubliez pas les likes, les abonnements et les commentaires, laissez des commentaires. Sinon, les boys, ce soir, je serai en stream dans la communauté privée. On va parler analyse technique, on va regarder ce qui se passe un peu dans le fondamental. Et bien sûr, on va parler de Telcoin, on va parler d'autres actifs. Sinon les boys, on se capte pour une autre vidéo statique. Peace.